Bonjour et bienvenue à la réalité de la parentalité. Je suis Danielle Baker et aujourd'hui, on va parler d'un sujet fort important et je crois qu'il y a plusieurs parents qui vont vraiment être soulagés d'entendre ce sujet parce que c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup en fait en tant que parents. C'est est-ce que mon enfant se développe bien au niveau de la communication. Donc, on va vraiment parler de quoi ça a l'air, le développement dans les premières années et comment on peut appuyer les parents aussi. Donc, j'ai mon invité aujourd'hui, Roxane Bélanger de Premier Mot. Merci beaucoup de te joindre à nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux parler un peu de ce que tu fais Oui. et ce que Premier Mot fait, grosso modo, qu'est-ce que les Premiers Mots peuvent offrir aux familles? Alors, moi, je fais partie de l'équipe des cliniciennes à Premier Mot, mais j'ai un mandat un petit peu spécial. Moi, je m'occupe de la promotion de la santé. Alors, je fais des entrevues, je fais de la création de contenu pour notre compte Instagram, je développe du matériel. Et nous, à Premier Mot, on voit les enfants à partir de la naissance jusqu'à l'entrée à la maternelle. On s'occupe des familles qui ont des enfants qui ont des besoins au niveau de la communication. Parce que notre grand but, c'est que tout le monde, toutes les familles et leurs enfants puissent se développer optimalement au niveau de la communication. Oui, c'est tellement important. Puis c'est pour ça que je suis vraiment contente que tu sois venue parce qu'il y a beaucoup de familles qui ne savent pas c'est quoi leur rôle, qu'est-ce qu'ils devraient faire. Donc, on va en parler évidemment dans les prochains segments. Mais peux-tu nous donner un peu, comment je pourrais dire, qu'est-ce que les familles, comment est-ce qu'ils peuvent vous trouver, peut-être rapidement, avant qu'on passe à la pause? Oui. Alors, les familles peuvent s'auto-aiguiller au programme Premier Mot à travers notre site Web. On a le bilan de la communication. Sur notre site Web, il y a plein de ressources pour les familles qui ont pas d'inquiétude ou pour des familles qui ont des inquiétudes. Okay. Alors, vraiment, notre service qu'on offre au niveau du site Web, puis par la suite de dépistage et d'évaluation, c'est pour desservir toute la population, toutes les familles d'enfants préscolaires. Ah, c'est super. C'est justement, il y a beaucoup de familles qui ne savent pas qu'ils ont accès à ça. Donc, on va prendre une courte pause, puis on va vraiment tomber dans le sujet. On se revoit bientôt. Nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invitée Roxane, qui est orthophoniste avec Premier Mot. Je pense qu'on va tomber tout de suite dans le sujet du développement de langagier de l'enfant. Pourquoi est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi les premières années de l'enfant sont cruciales pour leur développement dans la communication? Absolument. Donc, dans les premières années, dès la naissance, l'enfant est un être qui est prêt à communiquer. Et les parents jouent un rôle important dans le développement de la communication. Mais une des raisons, c'est parce que c'est un bébé, ça a un cerveau en développement qui est prêt à recevoir toutes les interactions, toutes les activités, tous les petits moments d'attachement qu'on a dès la naissance avec eux. Et c'est vraiment ces moments-là qui vont créer les habiletés à tour de rôle, qui vont créer cette connexion-là entre un son puis un objet, un son, un mot et un objet, puis établir la base de la communication. Il y avait Dr. Rossetti aux États-Unis qui nous disait que le cerveau de l'enfant avant 30 mois, c'est un petit peu comme du ciment frais. Oh. On peut laisser notre empreinte chez l'enfant quand on communique dès sa naissance. Puis ça se passe dans les moments de tous les jours. Hein, quand on change la couche, quand on le prend, quand on entend un petit oiseau qui chante dehors, si on prend le temps là, de nommer, d'expliquer qu'est-ce qui se passe, de tout simplement décrire ce qu'on fait. Là, je vais changer ta couche. À ce moment-là, ça crée vraiment des connexions entre le langage oral et l'objet, l'action, l'activité qu'on fait. Donc, c'est super important de commencer dès la naissance, puis ça comprend un ensemble d'activités. Ça comprend la conversation. On parle dans les activités de tous les jours. Ouais. Ça comprend de présenter des livres appropriés à son bébé, à son bambin, à son enfant préscolaire dès le début, dès la naissance. Et puis, ça comprend aussi toutes les autres activités comme jouer et chanter. Ce sont des parties importantes là, du développement de la communication. C'est tellement important justement d'en parler parce que c'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils ne comprennent pas. Exactement. C'est comme apprendre à marcher. Il y a des étapes à faire avant de marcher. Donc, c'est pour ça que ces petites interactions-là sont si importantes. Est-ce que tu peux parler un peu du rôle du parent? Justement, tu l'as mentionné, mais peut-être donner des exemples d'activités de c'est quoi
le va-et-vient qu'on peut avoir comme communication. Fait qu'il faut vraiment penser à cet échange-là de tour de rôle. Ouais. Alors, qu'est-ce que mon enfant fait en ce moment? Qu'est-ce que je fais avec mon enfant? Alors, est-ce que je suis en train de lui changer la couche? Est-ce que je suis en train de le déposer dans sa bassinette? Je peux nommer ce que je fais. Je peux aussi voir comment l'enfant réagit. Alors, s'il crie, s'il me fait un sourire, je peux nommer ça. Je peux dire, « Ah, tu as de l'air content d'être dans les bras de maman. Tu as de l'air content d'être entouré là, de ta famille. » On peut nommer ces activités-là et décrire ce qu'on voit. Donc, c'est super important là, de vraiment lire les réactions, les émotions de notre bébé. Puis, à mesure que l'enfant se développe, d'élaborer, d'ajouter de l'information, d'ajouter des mots, d'ajouter des phrases pour que l'enfant ait accès à ce vocabulaire-là. Puis tu l'as mentionné, chez les bébés, on ne pense pas qu'ils puissent comprendre beaucoup, mais ils vont comprendre bien avant d'être capables d'utiliser des mots à l'âge de 1 an. Alors, c'est super important de commencer à être dans l'habitude de décrire ce qu'on voit pendant la journée, ce qu'on entend, ce qu'on fait, ce que notre enfant fait, donc décrire absolument là, les actions qu'il fait, et puis d'élaborer là, au niveau comme des activités, comme tu disais, là, jouer, chanter, lire. Ouais. Jouer, ça fait partie du travail de l'enfant. C'est ça. Je pense qu'il y a des éducateurs qui ont vraiment parlé là, de l'importance de jouer, du jeu indépendant, du jeu avec les parents. Mais dès le début, c'est de jouer des jeux de coucou, de l'initier à différents objets pour pouvoir jouer. C'est vrai que le jeu, puis ça, on le voit dans le développement global, mais au niveau de la communication, c'est que, surtout dans le jeu libre, non structuré, on entend notre enfant parler et on voit notre vrai enfant. Donc, on peut vraiment voir où ils sont dans ce développement-là, plutôt que d'être toujours structuré. Absolument. C'est si important. Ce qu'il faut s'habituer à faire comme parent, c'est de lire notre enfant. Son regard, son geste. Est-ce que je lui chante une chanson et quand j'arrête, est-ce qu'il bouge? Ça, c'est un signe qu'il aime ma chanson, que je devrais recommencer, de prendre mon tour. Puis l'enfant va rapidement comprendre que ce jeu de va-et-vient-là, ça lui apporte quelque chose. Oui. Puis là, je vais faire un petit, parce qu'on n'avait pas vraiment pensé de parler de ça, mais ça me revient à justement d'être capable de lire puis d'avoir le va-et-vient avec notre enfant. Oui. Les temps d'écran. Si le parent est toujours devant un écran, parce qu'on parle des enfants, mais les parents aussi, ça a vraiment... Est-ce que vous voyez une différence, vous, dans le développement rapidement? Bien, on sait, les recherches nous montrent que la technoférence, donc l'interférence de la technologie utilisée par le parent, a un effet. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'expérience du still face. Oui. Alors, les parents, on demandait à un parent de jouer avec l'enfant, puis ensuite d'adopter un faciès qui est beaucoup plus neutre. Et l'enfant, ce qui arrivait, il se désorganisait. Ouais. Bien, quand on prend notre écran, on devient pris par cet écran-là et on s'occupe moins, si tu veux, des besoins de l'enfant. Ouais. Alors, ça peut représenter les mêmes effets de cette étude-là. Ouais. Alors, ce qu'on essaie de suggérer aux parents comme comportement approprié, c'est d'avoir des temps où est-ce que quand on est avec nos enfants, on dépose notre tablette, notre téléphone, puis on est avec notre enfant. Puis s'il faut, à ce moment-là, on peut nommer. On dit « Ah, là, je vais prendre mon téléphone, j'ai besoin de répondre à un message. » Puis on peut répondre rapidement, puis retourner à notre enfant. Mais peut-être l'annoncer, peut-être l'organiser avec un jeu, avec un livre à ce moment-là. Mais ça a un impact. Ça a un impact. Alors, tu sais, on va adopter des bonnes pratiques qui sont saines et qui vont favoriser le développement de la communication, mais on ne peut pas l'éviter complètement. Non, exactement. Mais ce que j'aime, c'est justement de dire à l'enfant, écoute, j'ai besoin de 2 minutes pour ça, mais je te reviens, c'est fantastique. Et avant qu'on passe à la pause, est-ce que tu peux nous parler, parce que c'est plusieurs questions que les parents se posent là-dessus, il y a des différences d'opinion, c'est s'il y a plus qu'une langue dans la famille, si on parle plus qu'une langue, est-ce que ça peut nuire au développement de la communication chez notre enfant? Alors, à premier mot, on s'est posé la question, puis on a fait des recherches intensives à ce sujet-là, et on peut répondre avec assurance que non, exposer notre enfant à une langue maternelle autre que le français ou l'anglais, ou à 2 langues, ne va pas causer de confusion et ne va pas causer un retard de langage chez notre enfant. L'important, c'est de donner des bons modèles à notre enfant. Alors, si on parle arabe à la maison,
On parle souvent en arabe. On adapte notre langage à l'âge de notre enfant selon ses besoins. On utilise les mêmes stratégies. On parle de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on fait dans la vie quotidienne en arabe. Et puis, on continue à développer comme ses habiletés de langage dans cette langue-là. S'il y a 2 langues, on peut adopter différentes pratiques. Alors, ça peut être un parent, une langue. Ça peut être un endroit, une langue. Alors, à la maison, on parle arabe. À la garderie, on parle français. Ou même si on veut faire une langue, une activité. Alors, pendant la journée, on parle espagnol. Papa revient, on parle en français à l'heure du bain puis à l'heure du conte. Alors, c'est important là, de vraiment penser au fait qu'il faut donner des bons modèles, des modèles constants, mais fréquents. Alors, c'est aussi le pourcentage d'exposition à chacune des langues qui est importante. C'est ça, c'est d'avoir une consistance là, où ils peuvent développer, parce que comme tu as dit, si leur cerveau, c'est comme du ciment mouillé, on peut vraiment y aller avec plusieurs langues, c'est à leur avantage aussi. Oui, absolument. Puis il y a plein de recherches qui montrent que d'exposer des enfants à 2 langues font d'eux des communicateurs qui sont un petit peu plus efficaces. Ils développent leurs habiletés de conscience phonologique. Là. Ils savent qu'un son dans une langue est différent d'une autre langue. C'est aussi flexible au niveau là, du cerveau de s'adapter à différents environnements selon la langue. Donc, il y a beaucoup de positifs autour là, de l'exposition à 2 langues. C'est beaucoup, surtout comme adulte qui est en train d'apprendre une autre langue présentement. C'était beaucoup plus facile pour moi d'apprendre l'anglais quand j'étais tout petite que là, la langue que j'apprends maintenant. Donc, on va prendre une courte pause et au retour, on va parler de comment savoir s'il y a peut-être un délai ou des obstacles dans la communication de nos enfants. On se revoit après la pause. Et nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invitée Roxane de Premier Mot. Et puis tu nous as donné là, vraiment un beau petit cadeau de parler de quoi ça a de l'air, le développement de l'enfant dans les premières années. Mais là, on va parler de quand on commence à s'inquiéter où notre enfant est. Puis là, je pense que c'est bon de noter que les enfants se développent à leur propre rythme. Les parents vont entendre ça souvent. Mais là, c'est quand qu'il faudrait peut-être s'inquiéter. Est-ce que tu pourrais partager avec nous les signes précoces qui là, pourraient nous indiquer que l'enfant pourrait avoir des défis au niveau de la communication? Oui. Alors, comme tu as dit, les enfants se développent à différents rythmes, mais il y a des étapes de développement à chaque âge ou à des stages importants qui nous permettent, comme parents, comme éducateurs, d'aller vérifier que notre enfant répond à ces étapes de développement-là, que ça va bien, ou qu'on pourrait se poser des questions puis d'aller plus loin et d'aiguiller. Donc, les parents peuvent utiliser le site web de Premier Mot. On a des étapes de développement sur notre site web, mais on a aussi notre outil de dépistage en ligne, le bilan de la communication. Alors, selon les âges, le parent va devoir répondre à des questions au niveau de la communication et au niveau du développement général, qui comprend également là, les habiletés sociales et les habiletés de jeu, parce que c'est tellement intrinsèque avec la communication. Alors, des grandes étapes de développement à considérer, c'est est-ce que l'enfant, avant l'âge de 12 mois, va communiquer pour différentes raisons? Donc, à 12 mois, est-ce qu'il est capable de protester, de refuser? Tu sais, la cuillère qui s'éloigne, là, de nommer certaines choses, maman, papa, balle, par exemple. Est-ce qu'il est capable d'exprimer des émotions, etc. On veut voir qu'un enfant a compris que la communication va au-delà des mots et va communiquer différentes raisons. Est-ce que l'enfant, à 12 mois, va avoir 3 à 5 mots? Est-ce qu'il va avoir une vingtaine de mots à 18 mois? Est-ce qu'il va avoir une centaine de mots et combiner des mots 2 à 4 mots pour faire des petites phrases à l'âge de 24 mois. Ça apparaît beaucoup pour ces âges-là, mais c'est des marqueurs qui sont très importants pour ce qui vient par la suite. Puis on sait que les étapes de développement pour le vocabulaire sont indicateurs à 1 an d'un retard de langage si on voit qu'il ne répond pas à ces étapes-là. Et que si ça persiste, on peut voir des retards même à 3 ans, à 4 ans puis à 5 ans. Alors, les étapes par rapport au développement du mot sont super importantes. On veut regarder comment l'enfant comprend. Donc, à 1 an, l'enfant, si on lui dit « donne-moi
ta balle ou donne-moi ta bouteille en présence de l'objet, ce qui va nous le donner. Plus tard, vers 18 mois, ça va être vraiment une consigne comme ça. Donne-moi ta balle. Quand la balle n'est pas là, on va le voir chercher pour ces objets. Montre-moi ton nez, tes yeux, etc. Puis à 24 mois, c'est comprendre des étapes de 2 consignes. Donne-le à papa, puis va voir grand-maman, par exemple. Alors, on va regarder la communication sociale, comment l'enfant est capable de gérer tout le tour de rôle. On va regarder son langage expressif, le nombre de mots. Puis, on va regarder son langage réceptif, comment il est capable de comprendre. Puis ensuite, on va regarder les sons de la parole. Est-ce qu'il y a tous les sons qu'il est supposé d'avoir à différents âges? Parce que c'est normal pour l'enfant de ne pas avoir tous les sons à 1 an, puis à 18 mois, puis à 2 ans, même jusqu'à 4 ans. Mais on veut qu'il soit capable d'avoir certains sons par certains âges. Donc, on va regarder ces 4 étapes-là et ça va nous donner vraiment un profil de l'enfant. Donc, même si on dit que les enfants se développent, à leur façon, il y a quand même des étapes de développement qu'on veut respecter. C'est ça, il y a des marqueurs. Là, exactement. Ça, c'est fantastique. C'est bon à savoir aussi que, justement, là, puis tu as parlé là, dans la première année, donc il y a plusieurs parents qui vont commencer à penser à ça quand ils se préparent pour la maternelle, quand ils ont 3-4 ans déjà à 1 an. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un âge qui est préférable pour commencer à consulter? Parce que là, j'imagine que le plus tôt, le mieux que c'est. Absolument. Le plus tôt, c'est le mieux. Dès que le parent s'inquiète, c'est souvent comme un bon marqueur. Si l'enfant ne répond pas à une étape de développement, on aiguille. Mais ce qu'on voit par rapport à la recherche, c'est plus c'est tôt, c'est mieux. Et que si on est capable d'évaluer et d'offrir des traitements avant l'âge de 30 mois, on a les plus grands résultats. Justement parce que le cerveau est tellement malléable, flexible, il est en plein développement. C'est à ce moment-là qu'on peut avoir le plus d'impact. Alors, oui, on peut référer notre enfant à 3, puis avant qu'il entre à la maternelle, mais c'est important de le faire le plus tôt possible, justement parce que c'est une période qui est très propice au développement de la communication avant l'âge de 30 mois, avant 3 ans. Oui, tu as parlé justement de référence rapidement avant qu'on passe à la pause. Est-ce qu'il y a un processus? Est-ce que les parents ont besoin d'une référence? Est-ce que c'est ouvert? Les parents peuvent s'auto-référer ou référer leur enfant en utilisant le bilan de la communication, notre outil de dépistage. S'il y a un résultat qui démontre que leur enfant a un besoin en orthophonie, ils peuvent compléter l'aiguillage en ligne tout de suite et tous les documents sont envoyés à notre centre d'intake et de notre centre d'accueil et il est mis sur notre liste d'attente. Super. Puis encore une fois, parce qu'on a un peu de temps, pour des enfants qui ont plus qu'une langue qui rentrent. Oui. Là, c'est possible qu'il y ait peut-être un retard. Est-ce que ces signes-là non-verbaux peut-être ou sociaux qui peuvent aider à dire, OK, ça c'est juste parce qu'il est en train d'absorber tout ça? Bien, souvent, c'est que le dépistage peut être moins, pas flexible, mais voyons. Il peut ne pas noter toutes ces différences-là, mais au niveau de l'évaluation, on va pouvoir regarder ça. On va vraiment comparer ce que l'enfant fait dans les 2 langues, puis décider si l'enfant a des besoins dans sa langue maternelle ou dans les 2 langues. Dans les 2 langues, parce que j'imagine qu'avec plusieurs langues, il démontrerait les mêmes défis. Oui, exactement. Donc, s'il y a vraiment un retard de langage, ça va se présenter dans chacune des langues, mais on va essayer de vérifier ça avec les familles. OK, parfait. Je te remercie beaucoup. On va prendre une courte pause. Oui. On va tout englober ça aussi après pour savoir comment on peut vraiment appuyer les familles le plus possible. Alors, on se revoit après la pause. Nous sommes de retour à la réalité de la parentalité avec mon invitée Roxane de Premier Mot. Je te remercie énormément. Moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, mais avant de tout englober ça, est-ce que tu pourrais nous parler un peu, est-ce que tu aurais un message que tu pourrais transmettre aux parents qui commencent à s'inquiéter du développement de leur enfant au niveau de la communication? Alors, si vous vous inquiétez, référez. Aiguillez à Premier Mot, on est là pour vous. On est là, peu importe la période, le temps, l'âge de votre enfant. Alors, référez. Et la meilleure façon, c'est d'utiliser le bilan de la communication qui est sur notre site Web. C'est un outil de dépistage gratuit offert à toutes les familles
qu'on soit inquiet ou non pour les enfants à partir de 6 mois jusqu'à l'entrée à la maternelle. Alors, ça va vous permettre de dépister comment va votre enfant. Si tout va bien, vous allez avoir un résultat qui dit exactement ça. Si l'enfant ne répond pas à certaines étapes, ça va vous suggérer d'aiguiller automatiquement et vous pouvez le faire en ligne. Alors, c'est une période assis devant l'ordinateur ou votre téléphone ou votre tablette, 15 à 20 minutes, et vous avez complété le dépistage et l'aiguillage. Vous avez référé là, à premier mot. Ouais. Ça, c'est fantastique. Oui. Puis aussi, parce que moi, j'ai travaillé en milieu de service de garde, donc on avait, les premiers mots, c'était une des premières, des premiers endroits où on référait les familles. Où les premiers mots ont une belle présence, je trouve, dans la communauté. Comment est-ce que les premiers mots s'y prennent pour vraiment aller rejoindre les familles qui sont plus vulnérables? Alors, on essaie de participer dans le cadre de notre promotion de santé à différentes activités qui sont dans la communauté. Alors, on va offrir des ateliers, on va aller participer à des activités culturelles ou de sensibilisation dans les écoles, dans les centres éducatifs ou dans des activités qui sont plus communautaires. Alors, on va être là en personne avec nos grands posters puis nos jeux de bulles pour que les parents nous voient, viennent nous voir et nous posent directement des questions. Mais on a aussi un site web qui est développé pour vraiment rejoindre n'importe quel parent qui a des questions par rapport au développement de la communication de leur enfant. On a des ressources, des stratégies en ligne, on a des modules, donc des webinaires, qui parlent de toutes sortes de sujets. Donc, le développement du langage, les étapes de développement, les stratégies, comment utiliser des livres, le temps d'écran, on en a parlé, apprendre plus qu'une langue, la fluidité, donc pour les parents d'enfants qui bégayent. Puis, on a un module sur être prêt pour l'école. Donc, ça couvre plusieurs sujets. Ça, c'est tellement important d'avoir cette présence-là. Mais justement, tu as mentionné l'école. Est-ce que tu peux brièvement nous parler un peu, c'est quoi la transition à l'école si vous sont suivis avec les premiers mots? Alors, ce qui est important de savoir pour les parents d'enfants qui entrent à l'école l'année prochaine, en septembre 2026, donc dans l'année qui suit, il faut les référer avant le 1er avril. Et puis, ils font le dépistage, on offre des services d'évaluation, ils peuvent peut-être recevoir un bloc de thérapie, dépendamment de quand ils sont référés. Puis, on va offrir là, un service de transition à l'école, on va envoyer les rapports avec le consentement là, du parent à l'école de leur quartier pour assurer là, une belle transition si l'enfant a besoin de d'autres services. Oui. C'est fantastique. Ça l'aide beaucoup parce que les parents sont déjà assez nerveux devant la transition. Ça l'aide aussi avec la communication avec l'école pour voir c'est quoi les besoins de l'enfant. Absolument. Donc, c'est vraiment important. Puis, est-ce que tu pourrais nous donner aussi des conseils peut-être de comment on peut ouvrir cette conversation-là avec l'école? Soit qu'on est déjà suivi puis que là, on veut transmettre cette information-là ou que c'est l'école qui nous approche pour dire là, on voit des petits signes. Est-ce que tu aurais peut-être des petites... Moi, ce que je suggère aux parents, c'est que quand on fait l'enregistrement de notre enfant à l'école au mois de janvier, février, c'est de tout de suite informer l'école. Mon enfant est suivi en orthophonie, il est suivi par le programme Premier Mot. Vous allez recevoir ces rapports dans les prochains mois. Alors, juste ouvrir la discussion comme ça. Puis, s'il y a des rencontres subséquentes à avoir, c'est l'école qui va déterminer ça suite à l'utilisation du rapport. Puis, si les parents veulent beaucoup d'informations, ils peuvent aller voir sur notre site web, mais aussi, on a un compte Instagram où on vise vraiment là, des stratégies de l'information. Alors, on va faire le rappel de la date de tombée pour les enfants en maternelle, là, de référer avant le 1er avril. C'est fantastique. Puis on va s'assurer de mettre ça à l'écran pour que tout le monde puisse voir comment ils peuvent vous rejoindre. Je te remercie énormément, Roxane. C'était vraiment important d'avoir cette conversation-là. J'espère que ça vous a aidé et on se revoit à la prochaine.